Salam alaikum. Alaykoum Alaykoum salam wa salam. rahmatullah. Comment vous Salam alaikum, allez, Mina Mourad. et Mika? Ça Ça va? va Ça et toi? va? Ça va, alhamdoulilah. Hop. Et toi? On essaye de se caler bien, mais il y a le soleil. Faut éviter les contre-jours là. Ouais, on est... Ah ouais. Comment vous allez? Alhamdoulilah, on a du soleil partout dans le jardin, c'est pour ça. Profitez-en, wallahi, j'y étais tout à l'heure avec les enfants, justement, je pensais à vous. Ouais. Je me suis dit en Bah là, ils sont préparation. là derrière. Hein. Non, mais on passe de la théorie à la pratique. Là, je me suis dit, je vais passer de la pratique à la théorie, ma'akoum. Ah, c'est ça. Hein. Comment vous allez? Ça va, alhamdoulilah. Hein. Et toi? Très bien, ça fait super plaisir de se retrouver sur un projet commun. Ouais, Plaisir bah ouais. partagé. Salam alaikum tout C'est le monde. la première fois. Ouais, tu m'étonnes, j'espère que ce sera pas la dernière, Inch'Allah. Ouais. Donc on aura un petit peu de bruit. Il y a les enfants comme par hasard. C'est tout à fait normal, Normal. au vu des Il y avait circonstances personne qui dans sont le les nôtres jardin. actuellement. J'étais dans le jardin toute l'après-midi tranquille. À l'heure où on doit faire le live, ils viennent tous. Merhaba bikoum. C'est pas grave. C'est Machallah, comme quand on est machallah. au téléphone, en général, c'est le bon moment. Totalement. Ils viennent te demander plein de choses. Totalement. Ah ouais, ouais. C'est le calme complet jusqu'à ce que ton téléphone il sonne ou que tu aies un appel urgent à faire. Voilà. C'est le sixième sens. Ça serait pas Totalement. marrant sinon. Je vais expliquer en quelques mots pour ceux qui nous rejoignent et qui n'ont pas l'habitude, et puis après je vous passerai la parole, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc je vais faire une petite introduction. Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala sharaf al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue dans ce 10e live, les lives de Ramadan de Mon Coran et moi. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir à la fois de recevoir la Muslim Parent Academy, composée de Mina et Mika. Donc c'est le 10e, Mashallah, c'est le 10e. Et je suis vraiment content en fait de vous recevoir parce que j'apprends beaucoup à travers vous et c'était l'occasion pour que d'autres personnes également connaissent votre travail, puissent reconnaître également les efforts que vous fournissez pour donner de fabuleux conseils. Donc vous êtes On une te source retourne, d'inspiration d'une certaine on te manière. retourne la même chose. Barakallahu fik. Même ma femme, à chaque fois, elle me dit ouais, regarde ce qu'ils ont mis, regarde ce qu'ils ont mis. Je dis oui, oui, c'est bon, laisse-moi tranquille. Je dis au lieu de me montrer à moi, va faire avec les enfants. Donc voilà. Non, Machallah. mais il y en a plein qui font ça avec leur mari. Regardez, regarde Hey, ce qu'ils ont dit, regarde la c'est vidéo, le regarde. processus systématique, le processus féminin systématique. Ah, Mais t'inquiète, nous aussi, hein, quand on suit d'autres personnes ou quelqu'un qui va nous inspirer, ben on va essayer de se partager ce qu'on a vu, que ce soit même dans l'éducation, hein, ou que ce oui. soit dans d'autres domaines. Franchement, c'est dans la formation, le domaine de la formation, de l'apprentissage, c'est pareil. Hein. Ah, ouais, le domaine Pareil. culinaire aussi. Hein. Mm, Ouais, ouais. Et surtout en ces temps de Ramadan. Ah, ouais, exactement. ouais. Et donc, quand je vous ai proposé, vous m'avez suggéré un sujet qui était 3 clés pour réussir une éducation dans le juste milieu, grosso modo. Et Ouais. personnellement, j'ai hâte de voir ce que vous allez partager avec nous concernant ce sujet-là, parce que c'est vraiment quelque chose que j'essaie également personnellement moi de développer avec mes enfants, surtout dans le contexte dans lequel on vit nous, du fait de notre spiritualité, mais vivant dans un pays où la sécularisation est de rigueur. Et donc, entre guillemets, j'ai même envie de vous dire, il y a probablement la possibilité, ou du moins la nécessité, surtout avec nos enfants, de vaquer entre le virus et l'antivirus parfois, histoire qu'ils puissent justement être quand même équilibrés dans la société dans laquelle on vit. Exactement. Ouais. Donc, j'ai même envie de vous dire que pour cette... j'ai envie d'innover en fait un peu avec vous. Peut-être qu'il y aura certains moments où j'aurai envie de partager certaines choses avec vous, de rebondir Avec sur grand certaines plaisir. choses. Avec Donc, plaisir. Avec je me plaisir. permettrai de le faire lorsque ce Bien sûr. sera le cas, Inch'Allah. Je termine juste pour les personnes qui sont en train de se connecter, de se rejoindre à nous, de les appeler justement et de les inviter à rester jusqu'au bout avec nous. Parce que j'ai l'habitude, durant ces lives, de faire un petit concours à la fin où je pose une petite question de Coran, où ils auront la possibilité de pouvoir gagner un des lots parmi les e-books de Mon Coran et moi. Donc, restez avec nous. D'accord. Et je Nous, vous on passe... reste jusqu'au bout. Vous avez intérêt, vous surtout. Donc, allez-y. À vous la parole, à vous les studios. Alors, on va commencer par le commencement. Déjà, bismillah. Bismillah. Alors, on a dit qu'il y avait 3 clés. Bon, on va pas se mentir, il y a plusieurs clés, mais on en a choisi 3.
il faut savoir que l'éducation du juste milieu, parfois, comme tu disais tout à l'heure, on peut être amené à jongler entre l'antivirus et le virus et être un petit peu éloigné de ce juste milieu. De toute façon, on a toute une vie pour s'éduquer nous-mêmes et pour pouvoir aussi éduquer nos enfants. Donc, pas de pression, on lâche prise. Et c'est en lâchant prise, en général, que les solutions et les belles choses se présentent à nous, en fait. C'est comme ça que je vois les choses. Ça reste notre avis à nous. Et en fait, une des clés, c'est la connaissance de soi. Le fait de se connaître, la relation qu'on a avec nous-mêmes, si on a une bonne relation avec nous-mêmes, si on apprend à se connaître, si on sait d'où on tient certains automatismes. La majorité des mamans qui nous contactent ont du mal à gérer les cris, en fait. Un des exemples, les cris sur les enfants, à gérer les crises, à gérer leur propre comportement à elles et les comportements de leurs enfants, pour la simple et bonne raison qu'elles ne se connaissent pas, en fait. En fait, si je peux me permettre de te couper, il y a un processus très simple qui s'opère, c'est que à la base, on n'est pas parent. Ensuite, il y a l'enfant qui arrive et l'enfant, il est comme un révélateur de personnalité. Il est comme un révélateur, comme un révélateur de notre personnalité, c'est-à-dire que il va nous montrer qui on est réellement, parce que souvent, on peut se croire patient, on peut se croire endurant, on peut se croire calme, on peut se croire doux, mais les enfants, ils vont nous mettre à l'épreuve. Et là, en fait, c'est là que surgissent en fait des comportements, des réactions de notre part qui vont nous faire nous dire, mais je ne savais pas que j'étais comme ça. D'où me viennent ces réactions? Alors que moi, je pensais que j'étais calme, je pensais que je pouvais gérer certaines situations. Et là, en fait, je ne me reconnais pas ou je ne sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça. En fait, la parentalité, c'est un révélateur Et surtout, en fait, avec les enfants, et moi, j'ai même envie de rebondir sur la question de la patience, parce que moi, ça a été mon cas personnellement. Je pensais être quelqu'un de patient, jusqu'à ce qu'en fait, on ait, entre guillemets, cette épreuve, tant sur le plan positif que négatif par rapport à l'arrivée d'un enfant, parce que comme c'est positif, machallah, c'est une ni'ma qu'on a, mais comme vous le dites, on se découvre, ça chamboule, tous nos acquis en fait se retrouvent à être bouleversés. Et je reviens juste sur un phénomène qu'il y a dans le Coran, justement, sur cette question de la patience. À chaque fois qu'il a fallu mettre en avant le côté patient d'un personnage du Coran, il ne le terminait pas sans dire Inch'Allah. On a cet exemple dans Surat Al-Kahf, donc la sourate que très probablement un certain nombre d'entre vous vont lire demain et vous le verrez. Mais on a également cet événement-là dans un rapport père-fils également. Dans Surat Safat, lorsqu'il y a le récit entre Ibrahim et Ismaïl, quand Ibrahim finit par avoir cette révélation qui consiste au fait qu'il a eu ce rêve où il devait immoler Ismaïl. Et Ismaïl, justement, il dit à son père, tu me trouveras, Inch'Allah, parmi les patients. Et le fait qu'il ait rajouté Inch'Allah prouve que justement, ce n'est jamais un acquis. Exactement. Et toujours, à chaque fois qu'il va y avoir des épreuves qu'on va rencontrer au fur et à mesure de notre vie, parce que on peut avoir été patient par rapport à un type d'épreuve, mais on va avoir un nouveau type d'épreuve qui va bouleverser tous nos fondamentaux, tous nos codes. Et voilà, on se redécouvre, comme vous l'avez dit. Ce que tu dis, c'est important. Tu vois, par exemple, dans Surat Luqman, Allah, il dit qu'il donne la sagesse à Luqman. Tandis que quand il parle de la patience, en fait, il dit qu'il donne la patience à ceux qui patientent. Ça veut dire la patience, c'est comme un muscle qui se travaille. Et un muscle, il peut s'atrophier et comme il peut se renforcer. Totalement. Ouais, et c'est pour ça que j'entends souvent des parents qui disent j'ai pas de patience, j'ai pas de patience. Oui, mais la patience, tu dois la travailler. Et c'est justement là où ça commence à faire mal. Comme c'est un excellent exemple pour le muscle, c'est là quand ça pique et tu as tendance à vouloir abandonner. Mais c'est là qu'elle commence la vraie patience. En fait. Totalement. La patience, c'est quand tu n'as plus de patience. Et il y a le prophète sallam qui disait dans un hadith où il y avait, je crois, une femme qui avait perdu son enfant et il lui avait dit en gros que en fait, la patience, c'est au moment où tu es frappé par l'épreuve. Oui. C'est pas après. Ouais, donc voilà, c'est quelque chose qui se travaille et ensuite qui se révèle au moment où il y a la situation. Et c'est pareil avec les enfants en fait, lorsque ils vont faire quelque chose qui va nous
qui va nous secouer, nous bousculer. C'est là qu'il faut garder patience. Si je peux me permettre, je vais aussi rebondir sur le terme de patience. Nous, parents, j'aurais tendance aussi à dire qu'on a beaucoup trop de patience, justement. Pourquoi? Je vais m'expliquer parce que ça peut perturber certaines personnes, me dire mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais si, justement, si on arrivait justement à baisser notre seuil de tolérance et en se disant, ben, je vais dire stop avant que j'accumule trop de... Vous savez, quand par exemple, vous avez un enfant qui vient, qui tire la jupe à sa maman, qui tire la jupe, elle encaisse, jusqu'à un moment où pouf, ça explose. Ouais. Et là, elle commence à lui crier dessus. Je trouve qu'elle a été trop patiente. À un moment donné, il fallait, dès le début, se mettre à la hauteur de l'enfant et lui expliquer que maman, elle est occupée, qu'elle viendra plus tard, selon leur organisation dans la journée, qu'il aura son temps dédié à tel moment. En fait, selon la situation, le contexte qui se présente à la maman, de faire en sorte, en fait, de dire stop, en fait, avant que... C'est pour ça, d'où l'importance de se connaître. C'est important de pouvoir savoir qui on est, quelles sont nos limites, jusqu'où je suis capable d'aller pour pouvoir aider mon enfant aussi par la suite, en fait. Et pour pouvoir aussi gérer mes comportements. Pourquoi? Parce que la majorité des comportements inappropriés qu'ont nos enfants, ils viennent de nos comportements, en fait. On est une sorte de miroir pour nos enfants. Totalement. Donc, quand maman, elle crie, l'enfant va crier. Quand maman va parler doucement, l'enfant, il aura tendance à parler plus doucement. Bon, avant un certain âge, c'est normal, ils voient d'autres à l'école, ils vont faire pareil. Mais en fait, on est le miroir de nos enfants. Tout ce que l'on va faire, nos enfants nous imitent, surtout entre 0 et 6 ans. Donc, on doit vraiment apprendre. Je ne demande pas qu'on soit parfait, personne n'est parfait, hormis Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'on travaille si on sait qu'on a ce défaut-là, eh ben on le travaille. On fait en sorte de ne pas le transmettre à nos enfants, en fait. Mais pour savoir quel défaut tu as, et c'est le principe de se purifier, la taskia, c'est de délaisser ces mauvais comportements, ces défauts, etc., pour cheminer vers quelque chose de plus pur. Et pour pouvoir délaisser quelque chose qui est mauvais en soi, il faut savoir ce qui est mauvais en soi. Totalement. Voilà. Et en fait, c'est le cheminement de toute une vie, en fait. Exactement. Ouais. Et l'éducation, bah, ça passe par là. Vu qu'on est le modèle, bah, il faut montrer en fait ce processus à l'enfant, quoi. Que bah, le fait qu'on travaille sur soi. Même sur la nécessité justement de se connaître et de connaître en fin de compte ses limites, ses forces, ses faiblesses. Il y a également ce besoin de se connaître. À quel moment est-ce que moi je pourrais faire le nécessaire pour pouvoir me régénérer? Parce qu'il y a également ce souci-là qui est qu'au bout d'un moment, on ne tient plus parce qu'on n'a plus d'énergie, on est surmené, on n'arrive pas. Et à ce moment-là, il faut se connaître justement pour savoir comment et à quel moment il faut qu'on puisse se séparer un moment juste pour que je puisse couper court. Parce que surtout en plus avec les périodes qu'on est en train de vivre, entre les confinements, entre vraiment. Oui. Le fait justement d'être H24 pour certains, et c'est quelque chose de nouveau avec les enfants, il y a besoin peut-être une demi-heure, voire 1 heure dans la journée de se créer ses propres moments où je vais pouvoir me retrouver avec moi-même pour que je puisse ensuite me retrouver avec mes enfants. C'est du temps pour soi-même, exactement. On allait en venir à ça, c'est exactement ça. Mais le problème maintenant qui se pose, c'est je parle beaucoup de mamans parce que c'est la majorité qui nous suivent. Il y a des papas, machallah, mais c'est souvent, et d'ailleurs c'est une des problématiques aussi qu'on rencontre, c'est qu'on aimerait que beaucoup de papas s'investissent aussi. Mais ça c'est un autre sujet, ça demande encore plus de temps pour en parler. Mais la maman, elle ne sait pas quels sont ses besoins. Il y a beaucoup de mamans qui ne savent pas quels sont leurs besoins. Elles ne savent pas s'écouter, elles ne savent pas s'arrêter en fait, pour avoir ce temps-là de réflexion, ce temps-là de méditer sur elle-même, se dire stop, en fait là j'en peux plus. C'est toujours quand c'est le dernier moment, quand la chose a déjà été, le mal entre guillemets a été fait, que la culpabilité arrive et autres. C'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard. Moi-même j'ai souffert de la culpabilité et alhamdoulilah, avec le temps ça s'est pas fait facilement, mais j'arrive à mieux lâcher prise et j'arrive à m'accorder du temps sans culpabiliser parce que j'en ai besoin en fait. Et si je le fais pour moi, c'est pas égoïste en fait. Je le fais aussi pour ma famille parce qu'ils me retrouvent plus sereine. Et quand je suis plus sereine, je suis mieux et ils sont mieux en fait. Et comme on disait tout à l'heure, les filles miroirs.
Et les Mais émotions, les enfants, c'est des éponges, ils prennent tout. Oui, oui, mais même islamiquement parlant, hein, on a Ali radhiyallahu anhu qui disait Sa'a ba'd sa'a, une heure après une heure. J'ai besoin en fait de couper une heure pour que je puisse après me concentrer une heure. Donc que ce soit au niveau spirituel, au niveau professionnel et même au niveau de l'éducation, c'est quelque chose qui est nécessaire. Exactement. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'isolait. Il Oui, s'isolait. oui, C'est important. C'est important même pour la relation avec Allah, en fait. totalement. On n'est pas que des mamans, que des parents, en fait. On est un couple, on est une personne, on a aussi une relation à créer avec nos maris, nos épouses, avec Allah, avec nos enfants. En fait, on n'est pas que des parents. On ne va pas attendre que nos enfants prennent leur envol, quittent la maison pour pouvoir vivre. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on va transmettre les virus, entre guillemets, comme tu disais tout à l'heure, à nos enfants et ils vont reproduire la même chose. Ouais. Voilà, ça c'était la première clé. On est resté longtemps sur la première clé, mais il y a tellement de choses à en dire. Alors la deuxième. Voilà, la connaissance de soi, c'est important, savoir d'où proviennent nos réactions, etc., pour pouvoir travailler dessus et s'améliorer, nos forces, nos faiblesses, nos valeurs, nos besoins. Voilà, tout ça, c'est ce qui va permettre en fait, voilà, de temporiser, de se maîtriser et de s'améliorer. Et pouvoir aussi construire sur ses forces et délaisser un peu les faiblesses, même si c'est pas évident, mais au moins on sort des travers pour aller vers les forces en fait. Et justement, même en tant que parent, il y a ce besoin en fait d'agir en équipe, de connaître les faiblesses de l'autre, les forces de l'autre, d'appuyer, histoire que ça puisse combler les manquements de chacun, quoi. Ça, la communication dans le couple, c'est ultra important. Et si on fait ce travail en fait ce travail sur soi et qu'on partage avec le conjoint, ça permet à l'autre en fait de mieux s'entreconnaître. Et au final, ceux qui s'enrichissent, c'est les enfants en premier. Et donc au final, toute la famille est enrichie de tout ça. On le voit, hein, les familles où il y a peut-être un déséquilibre entre les parents, au bout d'un moment, ça a un impact sur les enfants. Oui, tout à fait. Parce qu'on transmet des croyances erronées à nos enfants, en fait. C'est quoi le couple conjugal? C'est quoi ma maman, elle est toujours avec moi, mon papa, il est jamais avec moi, mon papa, il s'occupe pas de moi. Enfin, qu'est-ce qu'on transmet à nos fils et à nos filles, en fait? Et du coup, ils reproduisent la même chose avec même s'ils le veulent pas, hein, ça se transmet en fait aux générations suivantes et ils reproduisent la même chose. Et je trouve que ça serait dommage, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut prendre conscience. Juste le fait de prendre conscience, c'est déjà un grand pas. Même si on n'a pas les solutions tout de suite, ça va venir avec le temps. Parce que c'est un travail, selon certaines personnes, ça va prendre le temps que ça prendra, mais il faut se connaître. Et il faut savoir ce qu'on veut aussi. Il faut savoir dire, voilà ce que je veux dans ma vie, voilà ce que je veux pour mes enfants. Et n'hésitez pas, les parents, de mettre en place des objectifs parentaux. C'est super important. Dans le travail, on le fait. Donc, quand on construit une cuisine, on fait notre cuisine, les mamans, on a notre thermomix, on a ceci, on a des objectifs. Mais avec les enfants aussi, c'est pareil avec l'éducation. Il faut des objectifs précis. Qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants, en fait, pour plus tard? Quelles compétences de vie je veux lui transmettre? Quelles compétences j'ai, moi, en fait, que je peux aider mon enfant à avoir aussi? Sur quoi? Moi, je parle de mon exemple. Je vais prendre un exemple. Moi, j'avais un souci avant, c'est que je me plaignais énormément. Et je remarquais avec mon premier enfant qu'il commençait à reproduire ça. Je dis, ouh là 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 là. Si je ne l'avais pas su, mais il grandirait avec ça. Donc, dès que je l'ai compris, j'ai travaillé dessus. Et alhamdoulilah, je me suis améliorée. Bon, je ne sais pas, peut-être que des fois, je retombe un peu dans mes travers, mais il faut le savoir, en fait. Il faut le savoir. Celui qui sait n'est pas pareil que celui qui ne sait pas, en fait. Il n'avancera pas de la même manière. Mais parfois, comme tu disais tout à l'heure, justement, les enfants sont les reflets des parents, et c'est seulement dans le regard de l'enfant qu'on se reconnaît, nous, après, quoi. On se découvre à travers nos enfants. Hein. Oui, subhanallah, oui, c'est ça. C'est ça, en fait. D'où il a acquis ce comportement? Pourquoi il fait ça? Et pourquoi il est dans le contrôle? Pourquoi il est dans l'hygiène à ce point-là? Pourquoi ceci? Ah, attends, je vais essayer de me regarder. Ah ouais, d'accord. Ok, c'est moi, en fait. C'est moi en petit, en fait. Voilà. Subhanallah, quand tu prends une claque, quoi. Et là, tu te dis, il faut vraiment que. Là, c'est pas trop tard. Il faut que je me réforme, cache, parce que sinon, ça va mal. Ça te motive, hein. Ça te motive. Hein. Oui, parce que tes enfants, tu veux le meilleur pour eux, en fait. Totalement. Ça te motive. Voilà, la première clé. En fait, il y a tellement de choses à dire sur le sujet. C'est super intéressant, en fait. Ouais. Et donc, on va passer à la deuxième clé. Parce qu'il y a aussi, en fait, dans la connaissance de soi, il y a l'enfant intérieur, il y a aussi pourquoi je reproduis ces schémas parentaux, l'éducation qu'on a reçue. Il y a plein de choses à en dire, en fait. Il faut aller plonger dans son enfant. Et parfois, on aimerait bien couper certaines choses pour que ça ne se reproduise pas, quoi. Ouais, complètement, exactement. Moi, je sais que personnellement, il y avait des choses sur lesquelles j'avais travaillé pendant des années.
Et je me suis retrouvé à les reproduire dès que j'ai eu mes enfants. Et je me suis dit, non, 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 ouais, tu vas trop loin, là, va falloir que tu coupes court, cache, parce que sinon, ça va pas le faire. Mais c'est là que tu comprends pourquoi le prophète sallam disait que le mariage, c'est la moitié du dîn. Ah oui, oui, Parce oui. que le mariage, ça entraîne les enfants. Et en fait, c'est le conjoint et les enfants, c'est ceux avec qui tu vas vivre 24 heures sur 24. Forcément. Et donc là, en fait, tu vas passer de la théorie à la pratique du dîn, tu vois. Et c'est là que tu vois, en fait, comment ça se passe, tu vois. Ouais. Alors, je vais faire juste une petite transition et rappeler juste qu'est-ce que l'éducation du juste milieu pour nous, en fait. C'est important quand même de l'expliquer. C'est que pour nous, l'éducation du juste milieu, c'est ni dans l'autoritarisme, ni dans le laxisme. Il ne faut pas tomber dans les deux extrêmes, en fait. Oui. Il faut trouver un juste milieu, comme dans toute chose, en fait, comme notre religion nous le demande. Et c'est celle que pratiquait notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire l'éducation du juste milieu, c'est celle où tu arrives à respecter tes besoins et celle de ton enfant en même temps, en fait, en alliant la bienveillance et la fermeté, parce qu'il y a le cadre aussi. Beaucoup de parents pensent que la bienveillance, c'est du laxisme. C'est faux, c'est pas du laxisme. Le laxisme, c'est je laisse faire mon enfant ce qu'il veut, je cède à toutes ses demandes. Je vous prends un exemple. Alors que dans la bienveillance, la bienveillance, on amène nos enfants à traverser la difficulté en l'accompagnant. On ne fait pas à sa place. Si il rencontre une difficulté, je vais l'observer, je vais l'encourager, il va traverser cette épreuve. S'il doit monter les escaliers, je vais l'aider, je vais lui tenir la main. Mais je ne vais pas éliminer les escaliers. Je ne vais pas dire, c'est bon, chérie, tu sais quoi, on quitte cette maison, il y a des escaliers, on va acheter une maison sans escalier. Ce n'est pas possible. Et c'est ça la bienveillance. La bienveillance, c'est d'amener nos enfants, en fait, à traverser les difficultés. Mais ils vont les rencontrer. Il faut qu'ils les rencontrent pour qu'ils puissent grandir bien, en fait. Ouais. Et acquérir des compétences de vie, en fait, qui leur seront... Parce qu'après, on peut rentrer justement dans la surprotection. Et là, le problème, c'est qu'à partir du moment où ils vont grandir, ils seront livrés à eux-mêmes et ils ne sauront pas faire face aux difficultés de la vie. Voilà. Ça, ils vont être handicapés. Parce que c'est ça, en fait. Tu vas protéger l'enfant sur un instant T, mais tu ne vas pas lui fournir les armes. Tu ne vas pas le muscler, en fait, pour ce qu'il va affronter derrière. Exactement. Ouais. Exactement. Ça, c'était super important de le préciser pour qu'on puisse, en fait, mettre le curseur sur la bonne, entre guillemets, sur le juste milieu. Et justement, pour pouvoir avoir cette bienveillance de manière juste, c'est justement la deuxième clé. La deuxième clé, c'est de connaître son enfant. C'est de connaître l'enfant même en général, comment un enfant il fonctionne sur le plan psychologique, des comportements inappropriés, des fausses croyances qui peuvent se créer. Parce qu'on dit qu'un enfant, il perçoit bien, mais il interprète mal. Ça veut dire qu'il va bien voir les choses, il va bien entendre les choses, mais il va les interpréter d'une manière qui peut être erronée et se créer des croyances par rapport à ça qui vont induire des comportements derrière. Rien n'est dû au hasard. Il faut arriver à connaître son enfant, l'enfant à ce niveau-là, pour pouvoir justement contrer ces comportements-là. Il faut connaître également comment son cerveau fonctionne, c'est-à-dire au niveau cérebral, parce que l'enfant, il n'a pas le même degré de maturité que l'adulte. Et donc, il peut avoir des réactions, en fait, qui ne sont pas comparables avec l'adulte. Si on compare l'enfant à l'adulte et qu'on réagit avec lui comme on va réagir avec un adulte, là, on va se tromper et ça peut avoir de très mauvaises répercussions en fait sur l'enfant, sur son développement et sur sa psychologie même future, son fonctionnement futur, sa gestion des émotions, etc. Son intelligence émotionnelle. Exactement. Voilà. En partant du simple principe que c'est un être en devenir et donc nous, il a fallu du temps pour qu'on soit les personnes qu'on est aujourd'hui. Voilà. Et qu'il y a certains acquis qui ne sont pas innés en fait, tout simplement. Exactement. Vas-y, finis. Non, on voit souvent les parents peuvent avoir certaines exigences envers un enfant, or en attendant des choses de l'enfant, mais l'enfant en fait il est tout simplement physiologiquement incapable de répondre à cette attente du parent. Comme la gestion des émotions, on en parlait là justement, la gestion de la colère. On attend d'un enfant de 3 ans qu'il sache gérer sa colère, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Tout simplement parce qu'il n'a pas le cerveau pour gérer son émotion. Nous, en fait, on doit comment je vois les choses, c'est nous, on est comme si on était son cerveau mature. Il n'est pas encore mature, son cerveau. Il est en plein développement. Encore, j'ai envie de te dire, comme des pour la petites question éponges, de la colère, nous-mêmes, on n'est même pas capable de maîtriser notre colère dans toutes les circonstances et on voudrait qu'un enfant fasse de même. Quoi. Exactement. On est beaucoup à ne pas savoir gérer notre colère et ce n'est pas un hasard non plus. C'est parce qu'on n'a peut-être pas appris de la bonne manière à le faire.
Et normalement, entre 7 et 8 ans, un enfant commence déjà à mieux la gérer. Si on s'est bien pris, s'il a un environnement sain, un environnement aimant, un environnement serein, un environnement où il est écouté, entendu, là, et bienveillant, là, normalement, alhamdoulilah, ça va bien se passer pour lui parce qu'il a, entre guillemets, les codes, il sait. En fait, son préfrontal s'est bien développé. Maintenant, un enfant de 3 ans, son cerveau, c'est comme un morceau de gruyère, en fait. On ne peut pas lui demander de gérer une émotion. Son préfrontal, il n'est même pas encore... vous savez, les liens entre le cerveau émotionnel et le préfrontal ne sont pas encore faits. Donc, comment voulez-vous qu'un enfant de 3 ans cesse de pleurer? Les pleurs, pour lui, c'est quelque chose qui... En fait, c'est une décharge de cette émotion qui vient sur son corps. C'est sa façon à lui d'extérioriser son mal-être. Donc, si nous, on lui met du scotch sur la bouche, entre guillemets, c'est lui dire tais-toi. Mais il va la refouler, mais ça va mal se passer plus tard pour lui et pour vous et la relation que vous allez entretenir avec vos enfants. Donc, c'est important d'être à l'écoute. C'est pas facile parce qu'il faut gérer la nôtre d'abord. Et c'est pour ça que, comme tu disais tout à l'heure, le temps pour soi, un temps de pause pour soi, pour pouvoir se reconnecter à soi-même et pour pouvoir aider l'enfant. Laissez votre enfant pleurer si vous avez besoin de prendre du temps pour vous, parce que vous savez que ça va mal se passer si on s'approche de l'enfant. On peut avoir un geste un peu violent ou autre. Vaut mieux s'écarter, le mettre en sécurité, bien évidemment, et souffler un petit peu pour revenir après et être dans la logique et la raison plutôt que dans les gestes un peu désagréables. Ouais. Donc, connaître son enfant, sa façon de fonctionner psychologiquement, sa physiologie, son degré de sensibilité, parce que tous les enfants sont différents. Ouais. Et comment dire aussi, après, on peut même rentrer dans le cadre de l'instruction et rentrer dans les différents types d'intelligence et connaître en fait les intelligences prédominantes chez son enfant pour pouvoir justement mieux comment dire, le diriger, mieux le guider en fait, vers s'adapter à lui. Exactement. Voilà, exactement. Et aussi bien observer la situation autour en fait. C'est super important parce que un enfant, parfois, il va avoir un comportement inapproprié. On peut se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Imaginez une maman qui rentre avec un nouveau bébé à la maison. L'enfant peut avoir des comportements du style, il va crier sur sa maman, il va lui jeter des objets, il va s'isoler, il va être plus, il va avoir tendance à faire encore plus de crises. Eh bien, il faut se poser la question, mais quel est son besoin en fait? Pourquoi il réagit comme ça alors que avant la grossesse, ça se passe même pendant la grossesse, avant la grossesse, il n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement se demander, mais quel est son besoin là? Il a peut-être besoin qu'on le rassure parce qu'il y a un nouveau bébé qui arrive en fait. Ou peut-être il a créé cette croyance erronée, il a observé la situation, il a bien vu qu'il y avait un bébé en fait. Il y a un nouveau bébé qui arrive. Maintenant, l'interprétation qu'il en a fait, c'est ça y est, il y a un nouveau bébé, il va prendre ma place, ma maman ne m'aime plus. Donc, mais c'est inconscient, je tiens bien à préciser. Il n'est pas en train de se faire des plans machiavéliques, ouais, je vais leur faire la misère et tout ça. Non, non, non. Il va justement alerter ses parents en ayant des comportements inappropriés pour pouvoir attirer l'attention sur lui, parce qu'il vaut mieux une attention négative que pas d'attention du tout. Donc lui, il va tout faire. Et malheureusement, c'est un cercle vicieux. La maman va s'énerver encore plus. Il va y avoir une dégradation de la relation entre l'enfant et la mère, voire avec le père aussi. Et je vous laisse imaginer la suite. Donc, si on capte ça, si on sait que l'enfant, il a cette croyance erronée, on pourra agir en fait sur la situation et pouvoir inverser le truc en allant voir l'enfant, en passant du temps avec lui, au moins ne serait-ce que 10 minutes par jour avec lui, en lui expliquant qu'on l'aime, que même si la petite sœur est arrivée, le petit frère est arrivé, on l'aime tout autant et qu'il peut nous aider en l'impliquant aussi dans le changement de la couche, dans le repas du bébé, en fait le faire participer comme un acteur de sa vie en fait. Il est dans la maison, il fait partie du foyer, c'est pas un petit objet, donc on l'insère dans la vie du quotidien et il va se sentir mieux. Et toujours accueillir les ressentis de l'enfant. C'est super important pour pas interpréter nous aussi de la mauvaise manière en fait. Dernière clé. Eh bien, la dernière clé, ça va être de s'armer des bons outils. Ah oui. Alors, on il y a une parle casse à outils là qui est prête là quoi. Non, on peut vous en donner quelques-uns, des petites astuces. Mais je veux dire, en fait, ça va être des outils. Quand on parle d'outils, on parle de techniques, d'astuces,
comment dire, de façon de faire avec l'enfant qui va justement être respectueux de son stade de développement cérébral, de son degré de maturité psychologique et de son degré de sensibilité. Et en fait, c'est des techniques et tout qui vont nous permettre. J'ai lu les commentaires là. Il y en a qui ont eu une éducation assez serrée, ça se voit. Non, ça c'est des traces du passé. Il y a beaucoup à dire sur ça. Ça c'est. J'ai mis la sandale, ça m'a tué. Du coup, ça va être des techniques, tu vois, qui vont permettre en fait d'obtenir la coopération de l'enfant. Et plutôt que de rester sur des trucs en fait qui fonctionnent, qui peuvent fonctionner sur le court terme, là on va plutôt utiliser des outils qui vont pas simplement nous permettre d'obtenir sa coopération, mais également en fait de lui fournir des compétences psycho-affectives et sociales qui vont lui servir tout au long de sa vie en fait. Parce que c'est bien beau par exemple, de donner une fessée à un enfant, mais qu'est-ce qu'on lui apprend? Ou la sandale, ouais. Alors, l'enfant, il va arrêter d'avoir son comportement inapproprié sur le coup, mais ce qu'on vient de lui inculquer, c'est que lorsqu'on n'est pas d'accord avec quelque chose, on peut taper. Et aussi la peur. Il aura plus peur que respect pour vous, en fait. Ouais, totalement. Et c'est ça le problème, en fait. C'est quand on utilise la punition, ou les fessées, ou la sandale, ou la ceinture, ou ce que vous voulez, eh bien l'enfant, il va se soumettre. Il va se soumettre ou il va se rebeller. Au mieux, il va se rebeller et j'espère qu'il se rebellera parce que ça prouve qu'il a encore envie d'exister en fait en tant qu'être humain. Parce que s'il se soumet, si l'enfant commence à vouloir faire tout ce que son parent veut, mais il va s'éteindre. Il va s'éteindre en fait. Et il va le faire sur le court terme, mais même pour plus tard. Imaginez avec son patron, avec sa femme, il va se soumettre à tout le monde. Enfin, c'est ça, il faut vraiment se projeter sur le long terme. Qu'est-ce que je veux de mon enfant? Je veux pas qu'il soit soumis à la société. Camarades, il risque d'être un sous-fifre. Hein. Mais voilà. Et je peux vous dire que beaucoup de parents nous racontent leur histoire et c'est... Waouh, ça donne envie de pleurer, mais c'est... Ils ont pris conscience que malheureusement, c'est même pas la faute de nos parents ou des anciennes générations, c'est juste que avant, ils ne savaient pas, en fait. Ils ne le savaient pas. Ils pensaient que c'est ce qui marchait. Ils voyaient que c'était du respect, mais bien sûr, ça va être du respect, mais sur le moment, c'est de la peur. L'enfant, il a peur il va mentir, en fait. Vous allez demander à un enfant, est-ce que tu t'es lavé les mains? Il sait que sa maman va lui crier dessus ou qu'elle va être déçue. Il va lui mentir. Il y a des mamans qui nous demandent, mais mon enfant, il me ment, je ne comprends pas. Il ne s'est pas lavé les mains en sortant des toilettes. Il me ment. Il me ment tout le temps maintenant. Oui, mais ce n'est pas la bonne solution, en fait. Il faut faire confiance en l'enfant, il faut lui montrer. En fait, il faut qu'il se sente bien. Il faut établir une relation de confiance avec lui. Exactement. Voilà. En fait, la relation avec l'enfant, c'est le plus important. C'est quelque chose d'hyper important. Et ça, en fait, voilà, ça va passer par le respect de l'enfant, par le respect de l'enfant et le respect de soi-même. Comme elle parlait tout à l'heure de la fermeté et de la bienveillance, la fermeté, c'est le respect de soi-même aussi. C'est pas laisser l'enfant déborder sur nos propres besoins. C'est lui fournir un cadre dans lequel il va évoluer et qui va lui servir. Parce que dans le djinn, il y a des règles, il y a des lois, il y a des choses. On doit obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on doit pas, on doit apprendre justement à obéir, mais dans la compréhension de ce qui nous est utile. Et en fait, c'est ça aussi les compétences qu'on va enseigner à l'enfant à travers divers outils qu'on utilise dans les pédagogies positives et bienveillantes. C'est lui fournir justement ces compétences-là, de comprendre par lui-même ce qui va lui être utile. Oui. Ouais, voilà. Et développer sa réflexion. Ouais, et souvent, ces outils-là, ils allient la fermeté et la bienveillance en même temps. On peut donner des exemples. Un enfant qui veut... Enfin, je sais pas, une maman qui arrive à la maison, elle voit, il y a des jouets partout dans le couloir. Vous savez, les enfants, ils mettent des jouets partout. Et elle en a marre. Elle est dans le contrôle, elle veut que tout soit rangé, que la maison soit pimpante et tout ça. Bon, c'est du vécu. C'était du vécu. Alhamdulillah, ça a changé. Et du coup, la maman, elle aura tendance à vouloir que l'enfant range à tout prix ou même, allez, au pire, elle va ranger à sa place. Mais un des outils qu'elle peut utiliser, c'est en se demandant, mais tiens, super, c'est pas évident quand on n'a pas de l'entraînement au début, super, une situation qui me fait un peu mal, mais qu'est-ce que je peux en tirer de bénéfique et de positif pour moi et pour mon enfant? Tiens, ça va me permettre de développer une compétence chez mon enfant. Je vais lui proposer
un exemple, vivre la conséquence de plus avoir ses jouets. Je vais lui retirer ses jouets, mais je lui retire pas comme ça. En fait, tout est dans la manière de faire la chose. C'est pas, en fait, ce qui compte, c'est pas ce qu'on fait, c'est la manière dont on va le faire. Donc, mon enfant, il est au courant que s'il ne range pas ses jouets, il le sait, hein, il est averti, parce que ça se prépare en amont avec l'enfant, c'est une discussion. Hein. Donc, c'est une des règles. Chez nous, par exemple, c'est une des règles. Ok, écoute, tu le sais, c'était convenu entre nous que soit c'est moi qui range tous les jouets, mais tu sais que si je range mes jouets, ça sera à ma façon, soit c'est toi. Eh ben, je peux vous garantir, mes enfants, en 2 secondes, ils ont déjà... bon, j'exagère, c'est pas en 2 secondes, mais ils rangent leurs jouets. Alors, c'est quoi la conséquence? C'est qu'ils vont aller dans un coffret, ces jouets-là, et pendant une semaine, ils les verront plus. Mais ils le savent, c'est pas une punition, c'est un retrait de privilège. Quand tu as un privilège, en fait, ça s'accompagne de responsabilité. Si tu n'es pas capable d'avoir cette responsabilité, tu n'es pas capable d'avoir ce privilège. Et c'est un peu, pour beaucoup de choses, c'est comme ça, en fait. Et il faut apprendre ça à l'enfant dès le plus jeune âge pour que plus tard aussi, il puisse être responsable de ses affaires, entretenir bien ses affaires. Voilà, c'est super. Moi, je trouve que c'est super important et ça marche bien. Et c'est pas humilier l'enfant ou c'est pas comment dire, apparenté à une punition, puisque c'est quelque chose qui lui apprend comment dire, une compétence qui est la responsabilité. En même temps, c'est un contrat que tu passes. C'est un contrat, en fait. Il est d'accord à la base et je lui ai laissé le choix. Si vous avez bien entendu, je lui ai laissé le choix. Oui. Soit c'est moi qui range, soit c'est toi. Si c'est toi, tant mieux pour toi. Si c'est moi, bah, tu as décidé. Et c'est pareil pour les repas, c'est pareil pour pas mal de choses. Mais il faut avoir le cœur un peu accroché au début, c'est difficile. Parce que c'est comme beaucoup de mamans, et même moi j'étais comme ça aussi, surprotectrice. On n'a pas envie que nos enfants meurent de faim. On pense que s'il ne mange pas un repas, il va se déshydrater, il va mourir de faim ou autre. Non, non, non. Il faut vraiment tenir sur le coup parce que vous lui apprenez quelque chose en fait à ce moment-là. Et c'est ça, la bienveillance et la fermeté en même temps. Il faut le faire avec bienveillance, tout ça. C'est pas je crie. Si tu l'as pas fait, c'est moi qui le fais. Non. En parlant calmement, en étant à sa hauteur, en s'adaptant aussi à sa capacité de compréhension, en le regardant en lui répétant si c'est nécessaire. En le répétant si c'est nécessaire, en lui posant des questions de curiosité, ça va le faire réfléchir. Et voilà. Tu vois, c'est des outils qui sont coraniques en fait, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit je n'ai jamais châtié un peuple avant de lui avoir envoyé un avertisseur. Ou alors, voilà, il dit que dans plusieurs même sur l'instauration des péchés, même sur la constitution des péchés, c'est ça que par exemple, on va prendre, demain c'est la journée de la Jumu'ah, dans Surat al-Jumu'ah, l'obligation de la Jumu'ah, parce qu'à l'époque, ce qui avait été fait, c'est qu'ils étaient en train d'assister à Jumu'ah, et il y a une caravane qui est venue pour ouvrir un marché. Et toutes les personnes, alors que l'imam était justement sur le minbar, donc ils sont sortis de la Jumu'ah pour aller au marché. À ce moment-là, ce n'était pas interdit. C'est uniquement quand il y a eu la révélation des versets que c'est devenu un péché que de faire du commerce pendant la Jumu'ah. Exactement. C'est ce que j'allais dire en utilisant un autre exemple. Mais voilà, tu vois, Allah, il a permis, en fait, il a pardonné, en fait, tout est éducation, avant d'avoir descendu la règle. Et en fait, avec les enfants, c'est pareil, tu vois. Il y a une sœur qui demande, si je ne me trompe pas, c'est une sœur, oui, c'est pas du chantage. Non, 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 le chantage, c'est quand tu dis à ton enfant, si tu fais pas ça, tu n'auras pas ça. Alors que lui, il a été averti, en fait. Ça s'est fait de façon, il faut que ça se fasse de façon respectueuse, raisonnable. On ne va pas non plus lui retirer tous les jouets qu'il a dans sa chambre, alors que ce n'est pas eux qui traînaient par terre, en fait. Et il était averti, il le sait, c'est un choix de sa part, en fait. Un enfant, en général, il va pas. Le chantage, c'est différent. L'enfant, tu vas dire, par exemple, range ta chambre, ou sinon, il va t'arriver ça. Mais non, là, en fait, tu es en train de lui sortir un truc qui est tout nouveau pour lui, tu vois. Mais ça devient du chantage, elle n'a pas tort non plus, ça devient du chantage à partir du moment où l'enfant, il n'est pas au courant, en fait. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'il a signé un contrat quand même. Nous, on fait signer des contrats avec une signature des enfants. Ils sont au courant. C'est des choix. En fait, on implique nos enfants, comme quand vous avez un patron ou, je sais pas, vous avez une entreprise ou autre. En fait, il faut pas avoir peur pour vos enfants. Ils sont capables de beaucoup de choses. Il faut les impliquer, en fait, quand on fait une réunion de famille, on met des règles en place. S'il y a de nouvelles règles à mettre en place, on les met en place. Tout le monde signe un contrat. Si quelqu'un n'est pas d'accord, on va écouter. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Est-ce que ça ne respecte pas ton besoin? Parce qu'il y a le respect des besoins, en fait. Il faut que tout le monde à la table, et Allah, tous les besoins soient respectés. Allah, il a fait descendre une sourate qui s'appelle un engagement. Voilà, merci Yasmina, c'est ça. Donc voilà, c'est déjà appliquer ça au sein de notre propre famille, quoi. Ouais. Donc tu vois, il y a tout un tas d'outils comme ça qui vont être respectueux de l'enfant, respectueux
des parents respectueux du foyer et en même temps qui sont en accord avec le Coran et la Sunna. Totalement. Et puis surtout avec ce qui a pu être développé également par les neurosciences. Parce que, tu vois, le problème, c'est qu'on peut opposer ça à une éducation dite un peu traditionnelle, tu vois. Classique. À la dure, etc. Je disais, on n'a même plus besoin de la sandale ou de la babouche. Maintenant, c'est même les mots, c'est pire des fois. C'est même pire quand ça s'imprime dans le cerveau de l'enfant, ça tourne en boucle. Alors qu'en fin de compte, il suffit de regarder la pédagogie du prophète, alayhi salatu wassalam, qui n'utilisait pas ces choses-là.